Bonsoir et bienvenue dans Ça vous regarde. À la une, ce soir, le fléau des déserts médicaux. Généralistes, dentistes, sages-femmes, 10 millions de Français vivent dans des communes éloignées de tout médecin. Les députés s'emparent demain en commission d'une proposition de loi pour réguler la liberté d'installation selon les besoins. Est-ce enfin la solution? Nous en débattons avec mes invités sur ce plateau dans un tout petit instant. Nos vies valent plus que leurs profits. Notre invitée franc-parler ce soir déclare la guerre à ce qu'elle nomme le dogme du néolibéralisme. Dans son dernier livre, elle puise dans notre histoire un concept, l'esprit public, pour faire primer le bien commun sur la logique du marché. La députée Clémentine Autain sera avec nous tout à l'heure. Enfin, grand angle ce soir sur Boualem Sansal, la veille du prononcé du jugement de l'écrivain franco-algérien incarcéré par le régime d'Alger. Un rassemblement de soutien s'est tenu devant l'Assemblée en présence de Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher, Gabriel Attal et Marine Le Pen. Nous y reviendrons tout à l'heure à la fin de cette émission. Voilà donc pour le sommaire de Ça vous regarde ce soir. Installez-vous, c'est parti. « 93 jours d'attente pour un gynécologue, 189 pour un ophtalmo. Dans certains endroits de notre pays, les déserts médicaux ont des conséquences directes sur la santé des Français. Demain, en commission, les députés vont discuter d'une proposition de loi transpartisane. Elle vise à réguler l'installation des médecins. La régulation, c'est le maître mot de ce texte plutôt que la suppression pure et simple de cette liberté d'installation. Alors qu'est-ce que ça change très concrètement à l'heure où le système D prévaut dans certaines communes pour pallier la pénurie de soignants? Bonsoir Guillaume Garot. Bonsoir. Et merci d'être là. Vous êtes député socialiste de Mayenne, rapporteur de cette proposition de loi. C'est donc vous qui porterez ce texte à l'Assemblée. Bonsoir Agnès Firmin-Lebaudot. Bonsoir. Merci à vous, ancienne ministre déléguée à la Santé en charge des déserts médicaux, députée Horizon de Seine-Maritime. Enfin, bonsoir Jean-Paul Hamon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êt médecin généraliste à Clamart et ancien président de la Fédération des médecins de France. Avant de vous entendre tous les trois, eh bien, on va faire le point sur cette proposition de loi. Tout de suite, le récap de Valérie Brochard. Bonsoir Valérie. Bonsoir Myriam. Alors cette proposition de loi vise à lutter contre les déserts médicaux. Demain, je le disais, en commission. Et oui, Myriam, traiter les déserts médicaux est devenu un impératif, même une urgence absolue, tant ils sont nombreux en France. Regardez cette carte. Dans toutes les zones que vous découvrez ici en rouge, vous ne trouverez pas de médecin. Vous attendrez des jours, parfois même des mois, pour avoir un simple rendez-vous avec un spécialiste. Alors, vous l'avez dit, des députés issus de la gauche, du bloc gouvernemental, du groupe Lyot, ont cherché ensemble un remède. 4 articles pour en finir avec les déserts médicaux. Le texte est porté par Guillaume Garot, vous l'avez dit, qui propose de flécher l'installation des médecins, de supprimer la majoration des tarifs pour les patients qui n'ont pas de médecin traitant, d'assurer une première année de médecine dans chaque département et de rétablir l'obligation de permanence des soins en mettant par exemple à contribution les services d'urgence des cliniques privées, entre autres. Mais revenons sur cet article premier, flécher l'installation des médecins. Alors pour savoir ce que les élus entendent par flécher, eh bien je vous propose de retrouver Guillaume Garot, non pas sur ce plateau, mais lors de la présentation du texte, c'était en novembre dernier. C'est l'article 1 donc, de notre proposition de loi. C'est que désormais, il y ait une autorisation d'installation. Une autorisation d'installation qui serait donnée par la puissance publique, donc les ARS, selon le territoire où on souhaite exercer. Un antidote qui pourrait soulager les 6 millions de Français sans médecin traitant, les 9 millions qui vivent dans un désert médical. Rendez-vous compte, Myriam, dans les zones où l'offre de soins est la plus insuffisante, il faut attendre 11 jours pour voir un médecin généraliste, 3 mois pour un gynécologue et même 6 mois pour simplement faire vérifier sa vue chez un ophtalmo. Une situation qui pourrait changer si la loi encadre, aménage la liberté d'installation. Enfin, pour ça, il faudra aussi convaincre les docteurs et ça, c'est pas gagné pour ce médecin généraliste. Contraindre l'emplacement géographique des cabinets serait
contre-productif. D'une profession qui est une profession libérale dont un des piliers est la liberté d'installation, si vous cassez un peu plus ce qui fait l'essence même du choix libéral, vous aurez une fuite des vocations et moins de gens qui choisiront la médecine libérale et en particulier la médecine générale. Interrogée ce matin à la radio, la ministre de la Santé se félicitait plutôt de la fin du numerus clausus et d'après ses propres chiffres de l'arrivée de 9000 nouveaux médecins généralistes cette année et 10 000 annonce-t-elle même pour l'année prochaine. Super, mais où vont-ils s'installer? Catherine Vautrin ne semble pas vraiment convaincue par la proposition de loi. Écoutez. Aujourd'hui, on a un nombre de médecins qui sort, qui est tout à fait important. La vraie question aujourd'hui, c'est l'exercice médical. Les médecins d'aujourd'hui ne veulent plus être le généraliste du village. Ce qu'ils souhaitent, c'est être dans des maisons de santé où ils exercent à plusieurs, ce qui permet également aux patients d'avoir au même lieu à la fois l'infirmière, le médecin, le kiné, etc. Alors le gouvernement aura l'occasion de faire entendre sa voix quand le texte arrivera dans l'hémicycle dès la semaine prochaine, en espérant que les millions de patients sur tout le territoire arrêtent enfin de crier dans le désert. Merci beaucoup Valérie Brochard. Alors, avant de rejoindre le maire d'une commune dans l'Orne qui nous attend par téléphone et qui va nous raconter le combat au quotidien d'un élu face à cette pénurie de médecins, notamment en zone rurale, le rapport parle de scandale d'État concernant la désertification médicale. Quelles erreurs ont été commises pour en arriver là? C'est vrai que c'est un échec collectif et j'en prends ma part parce que j'ai participé à des majorités, à un gouvernement qui peut-être à l'époque n'avait pas pris la mesure de ce qui se préparait aujourd'hui. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation où, vous l'avez très bien dit, il y a beaucoup de patients qui sont en pleine détresse parce qu'ils n'ont pas de rendez-vous chez un généraliste où il faut attendre des jours et des jours. Où c'est une vraie galère pour avoir un rendez-vous chez le spécialiste, vous l'avez montré. Et donc, face à ça, on ne peut pas dire que toutes les solutions qui ont été mises en œuvre depuis 20, 25 ans, 30 ans ont été efficaces, puisque le constat a été fait, et votre carte le montrait très bien, les inégalités entre les territoires et donc entre les citoyens n'ont jamais été aussi fortes. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'il faut agir. Il faut réagir. Alors pour bien comprendre, on va revoir la carte un instant, parce qu'il y a beaucoup de rouge et il y a du vert. Ça veut dire que les inégalités sont fortes, ça veut dire aussi que le désert médical, il est partout, quasiment partout sur le territoire. Ça veut dire quoi? Comment on peut encore parler partout quand même. Voilà, on peut parler de zones bien dotées, surdotées ou sous-dotées, c'est ça? Oui, on peut le présenter comme vous le faites. Aujourd'hui, vous savez, vous avez 3 fois plus de généralistes par habitant dans les Hautes-Alpes, par exemple, qu'en Eure-et-Loire. Mais ce qui est frappant, c'est que depuis 10 ans, les inégalités se sont creusées entre les territoires et donc entre les Français. Pour quelle raison? Parce que les médecins ont eu tendance à s'installer dans certaines zones, et on le voit bien. Le sud-est. Le sud-est, les zones littorales, les stations de montagne. Donc là, il n'y a aucune difficulté pour trouver. Et j'ai fait, je vais vous dire, le test sur Doctolib ce matin. Vous allez dans la région, dans les Pyrénées-Atlantiques, autour de Biarritz, vous voulez un rendez-vous chez le généraliste. 208 réponses. J'ai fait la même chose à Guéret, dans la Creuse. Vous voyez où c'est, la Creuse? Alors là, je n'avais plus que 7 réponses, et, tenez-vous bien, les médecins qui étaient sur Doctolib ne prenaient pas de nouveaux patients. Donc, elle est là, l'inégalité. Et je vous dis, depuis 10 ans, le fossé s'est creusé entre les territoires et donc entre les Français. Il y a eu plus d'installations dans les territoires qui étaient déjà les mieux dotés il y a 10 ans et moins d'installations dans les territoires qui étaient déjà les moins Échec collectif, dit Guillaume Garot, et en même temps, depuis 10 ans, ça s'aggrave. Est-ce que vous dites ce soir, oui, il va falloir passer à la vitesse supérieure pour essayer de résoudre ce problème? Est-ce que, sans punir les médecins, il faut commencer à encadrer la question de l'installation? Pour répondre très clairement à votre dernière question, pour moi, la réponse est non. D'abord, je remercie Guillaume Garot de son honnêteté intellectuelle sur le fait que c'est vraiment une faillite collective. La faillite collective est de ne pas avoir anticipé le nombre de médecins en formation. Il fallait 9 ans, maintenant il faut 10 ans pour former un médecin.
En 2013, M. Garot était aux affaires, on formait 7000 médecins. Là, avec les annonces faites par les gouvernements il y a maintenant un an, la fin du numerus clausus, notamment. La fin du numerus clausus souhaitée par Édouard Philippe, votée, son application, le nombre de médecins qui rentrent en formation, on sait qu'on va former 10 000, 11 000, 12 000, 13 000 médecins. Ça prend du temps. Il va falloir prendre du temps. Parce que c'est 10 ans la formation. Parce que c'est 10 ans la formation. C'est pour ça qu'il lui fallu l'anticiper. Mais je dis, c'est une faillite collective. Mais et quand bien même, il y aurait plus de médecins, qu'est-ce qui les obligerait à s'installer là où il y a du rouge? Il y aura plus de médecins, il y en aura un peu plus partout. Là où on a aussi, et on doit s'adapter, c'est que les médecins, et la ministre Catherine Vautrin l'a dit, les médecins ne souhaitent plus exercer de la même façon. Qu'on l'admette ou qu'on ne l'admette pas, c'est un fait. Ça veut dire que le médecin de campagne, qui travaille pendant et ça n'est pas une critique 70 heures par semaine, après l'âge de la retraite, c'est fini. C'est fini. Le médecin de campagne, c'est fini. Le médecin qui travaille tout seul dans un village de 250 à 300 habitants ou un peu moins, c'est fini. Les médecins, ils souhaitent exercer en cabinet, de groupe, avec des autres professionnels de santé. Et donc, c'est à partir de ça qu'il faut s'organiser. Ça, je pense que c'est important de le prendre en compte. Et puis, il y a aussi, j'allais dire, la période post-Covid, où on voit bien que là aussi, il va falloir s'organiser parce que les jeunes médecins souhaitent, et c'est leur droit, et c'est légitime, ont une relation, j'allais dire, au travail qui est un peu différente de celle de leurs prédécesseurs. C'est un phénomène sociétal. C'est-à-dire que le rééquilibrage vie personnelle et vie professionnelle doit... Raison plus pour agir. Voilà. Donc c'est important. Raison de plus. Voilà. Mais si c'est vrai que quand on est jeune médecin, qu'on a une trentaine d'années, on vient s'installer quelque part, il faut que le conjoint trouve un travail. Très clairement, c'est mon dernier propos, et je le dis très clairement, si on met de la régulation ou de la coercition, un médecin qui s'engage, il s'engage pour faire de la médecine libérale. C'est bien. Et donc on va y venir, c'est le cœur du débat, on va venir, est-ce que c'est de la régulation, est-ce que c'est de la contrainte? Jean-Paul Hamon, vous avez, pardon, je me permets, vous avez quel âge? J'ai 78 ans, je suis installé dans un groupe de 5 médecins généralistes. Le hasard a voulu que mon épouse, qui avait un Alzheimer, j'ai continué à travailler pour permettre à des gens de la garder à la maison et de m'en occuper le soir. Mais en fait, ça a été mon alibi. Et maintenant qu'elle est décédée, je me rends bien compte que j'ai pas envie d'arrêter. Que c'est un métier qui me plaît et ça m'ennuie vraiment beaucoup que des députés tentent de le détruire. Mais il a changé le rapport à ce travail. C'est ça qui explique, c'est la cause principale de ce qui arrive au pays. Mais vous savez, je disais à M. Garot, j'ai remplacé en Mayenne dans votre département en 72 et 73. Et j'ai fait l'erreur d'amener mon épouse avec moi 15 jours pendant ce remplacement. Et c'était un remplacement où on se couchait le soir, on ne savait pas si on allait dormir. J'étais réveillé par des sonnettes parce que les gens ne se déplaçaient pas pour des prunes. Et j'étais réveillé pour faire des visites de nuit, etc. Et quand j'ai dit à ma femme, j'ai dit là, toi, il y a un autre médecin dans le secteur, il y a du travail pour 3, on pourrait faire un groupe à Mêlée-du-Maine, on serait 3. Les infirmières sont plutôt sympas, on construirait une baraque en dehors du patelin parce que les médecins travaillaient dans leur maison. Et je dis, j'avais l'idée d'un groupe pluridisciplinaire déjà il y a 50 ans. Seulement, quand j'ai dit à mon épouse que je voulais m'installer en Mayenne, elle qui avait connu 15 jours à être réveillée tous les soirs, elle m'avait dit, je te préviens, si tu vas en Mayenne, tu iras tout seul. Donc ça s'est réglé comme ça. Et je suis arrivé dans un groupe de 5 médecins généralistes qui avait été créé en 52. Et moi, j'y suis depuis 73. Et je défends les groupes monodisciplinaires qui communiquent entre eux avec des infirmières, avec des kinés, parce que les groupes, les maisons de santé pluridisciplinaires... On va en parler, ça c'est une des solutions. Mais restons un instant sur le constat. Vous voyez bien que la double peine, c'est que dans ces territoires-là, et notamment les zones rurales, c'est là où il y a le plus besoin de médecins, parce que c'est là où il y a des personnes âgées. Et donc, on est au fond dans une difficulté supplémentaire. Les personnes âgées, elles sont partout, je peux vous le dire. Je vais regarder votre carte. Là, un de mes collègues qui regarde l'émission me dit, mais cette carte, elle est directement superposable à la carte des infirmières qui, elles, sont régulées. Et je vois que l'Île-de-France est en vert,
Or, en vert, l'Île-de-France est le premier désert médical de France. Oui, c'est vrai. J'ai quelques réserves à émettre sur votre carte, là, où on prétend que les gens sont installés au littoral ou dans les coins ensoleillés. Mais je peux vous dire que l'Île-de-France, c'est le premier désert médical de France. Et là, votre carte, elle est fausse. Alors, on va venir au cœur du sujet, mais je voudrais quand même vous faire entendre un témoignage concret pour se figurer les choses. Bonsoir, monsieur le maire, et merci d'être au téléphone avec nous. Vincent Beaumont, 1500 habitants à La Ferrière-aux-Étangs. C'est une commune rurale de l'Orne. Racontez-nous en quelques mots. Vous êtes arrivé en 1993. À l'époque, combien de médecins dans votre commune ? Donc, bonsoir à tous, bonsoir à Guillaume Garot. Je suis arrivé donc en 93 pour prendre la direction de l'EHPAD, où je suis resté 27 ans. Et en 93, dans la commune, il y avait un dentiste à temps partiel et 2 médecins à temps plein. Quelques années après, l'un des 2 médecins est parti rejoindre un centre de santé à Bagnoles-de-l'Orne, et le médecin traitant qui est resté est resté une vingtaine d'années jusqu'à sa retraite. Et il a cessé son activité au mois de juillet 2020. Et depuis ? Depuis, on a eu la chance, au mois de septembre de la même année, d'avoir un médecin espagnol qui avait rejoint l'Orne et pour ouvrir un cabinet principal dans une zone de ZRR, dont bénéficions d'avantages fiscaux et sociaux intéressants. Et il a accepté, il a proposé de venir passer 3 demi-journées sur la commune jusqu'au mois de décembre dernier, puisque à la fin des aides de ZRR, il est reparti en Espagne. Et depuis, alors, 4 mois, on n'a plus personne. Et comment ça pose de très grosses difficultés, comme vous l'imaginez. Les gens font comme ils peuvent, mais on a sur le secteur... des conséquences sur la santé de vos administrés ? Bien sûr. Bien sûr, je vais vous donner 2 exemples très rapidement. Une patiente, une citoyenne d'une 50aine d'années, à qui on a il a été détecté un cancer. À la sortie de Baclès, on lui a conseillé, on lui a dit maintenant il faut aller voir votre médecin traitant, mais elle leur a dit mais je peux pas, je n'ai pas de médecin traitant. Une autre personne, 77 ans, opérée du cœur, même chose. Quand au CHU, au moment de son retour à domicile, on lui a dit il faudra voir votre médecin traitant. Pas de médecin traitant. Ces 2 personnes. Alors vous vous êtes mobilisé, monsieur le maire, parce que j'imagine que vous ne baissez pas les bras. Comment ? Je crois que vous avez l'intention de faire une marche depuis l'Orne jusqu'à l'Assemblée ? Oui, tout à fait. Notre action, mon action, elle n'est pas une action individuelle, c'est une action citoyenne. J'ai pris contact avec l'association des citoyens contre les déserts médicaux et au travers de cette initiative, je souhaite être un peu le lien entre toutes les personnes dont je vous ai parlé, qui, sur une bonne partie du territoire national, se retrouvent dans des difficultés qui ont bien été exposées tout à l'heure. Et puis, le lien aussi avec les élus, et pas seulement les élus, nos administrations, pour bien leur faire prendre conscience que la situation ne peut pas durer. Vous parliez tout à l'heure d'une augmentation du numerus clausus, on est bien d'accord. Bien sûr, mais tant qu'on n'aura pas une régulation, et Guillaume Garot, entre autres, l'a très bien dit tout à l'heure, tant qu'il n'y aura pas une régulation des installations, eh bien les gens, et ça peut s'entendre, continueront à aller plus du côté du littoral méditerranéen que dans la diagonale du vide. Alors, merci beaucoup, puisque la transition est toute faite. Tant qu'on n'aura pas une régulation, on n'aura pas de résultats. Pour ceux qui nous regardent, la régulation, c'est quoi précisément ? Qui est le juge de cette régulation des médecins dans notre pays, si ce texte est adopté ? La puissance publique, donc le ministère de la Santé. Qu'est-ce que nous disons, parlementaires de ce groupe transpartisan, dont je rappelle quand même qu'il est transpartisan au sens où il y a des députés... de gauche, de droite, du centre. Nous travaillons ensemble depuis plus de 2 ans et demi. 250 signataires, hein, c'est ça ? Et 256 co-signataires de cette proposition de loi. Ça pèse quand même. Ça veut dire qu'il y a 256 députés qui disent qu'il faut qu'on passe maintenant à des mesures qui soient réellement efficaces. Alors qu'est-ce que vous répondez aux médecins qui vous disent, au fond, la régulation, c'est la punition ? Mais absolument pas. La régulation, d'abord, j'observe qu'elle existe pour toutes les autres professions de santé. Les infirmières, les masseurs kinésithérapeutes, les pharmaciens. Les pharmaciens sont régulés. Et aujourd'hui, on trouve une officine dans chaque canton de France. On n'a pas de problème.
c'est pas vrai. Au sens où la répartition, elle est aujourd'hui assurée sur l'ensemble du territoire. Et vous débattrez. Donc, qui va réguler? La puissance publique. C'est les agences de santé régionales. Régionales de santé. Et qu'est-ce que nous disons? Nous disons à nos médecins, n'allez pas vous installer là où il y a déjà suffisamment de médecins. Donc là, il y a une logique d'autorisation, je l'expliquais tout à l'heure, pour dire, écoutez, là, vous ne pourrez vous installer que s'il y a un des médecins qui part en retraite. Vous voyez, c'est du remplacement 1 pour 1. Donc on ne dégrade pas l'offre de soins dans ces territoires-là. Mais nous disons donc, n'allez pas vous installer là, mais allez plutôt vous installer partout ailleurs, là où vos patients vous attendent, et si le là médecin où il y a refuse des besoins. Ben, il refuse, mais il faudra bien que... Est-ce qu'il y a une contrainte ou il n'y a pas de contrainte? Mais si l'ARS dit, voilà, je donne... bien sûr qu'il y a ne une donne pas règle. l'autorisation pour une installation dans tel endroit. Eh bien, s'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas d'autorisation. Donc il n'y a pas d'installation possible, on est bien d'accord. Il n'y a pas d'installation possible. Mais je veux le dire, laissez-moi terminer juste une seconde. Je vous en prie. Cette autorisation, elle vaudra, en tout cas, c'est la volonté que nous avons, bien sûr, pour les libéraux, les praticiens libéraux, mais aussi... Les spécialistes? Aussi pour les spécialistes, les généralistes comme les spécialistes, mais aussi, et c'est très important, pour les médecins salariés en centre de santé, mais aussi pour ceux qui sont conventionnés, secteur 1, conventionnés, secteur 2, et ceux qui ne sont pas conventionnés, qui sont aujourd'hui, ils sont quelques-uns en France, en secteur 3, de telle sorte qu'on prenne en compte toute l'offre de soins sur tout un territoire. Et que c'est à partir de là qu'on est capable de dire si on accepte ou pas l'autorisation. Je fais circuler la parole, mais vous avez bien expliqué le cadre. Voilà. Il y a une sanction ou pas si la personne refuse? Vous la déconventionnez? Eh bien, c'est pas prévu. Ça n'est pas prévu en tant que tel, puisque ça n'est pas l'assurance maladie. Mais bien évidemment que dans la discussion parlementaire, tous ces aspects-là seront envisagés, ça va de soi. Agnès Firmin-Lebaudot, je vous en prie, débattez. Très clairement, pour avoir bien lu la proposition de loi portée par Guillaume Garot, d'abord, j'aimerais dire que moi, le fait de dire non à la régulation, ce n'est pas un principe dogmatique. Croyez-vous que les différents ministres de la Santé qui se sont succédés, si jamais cette proposition de loi avait marché, ils l'auraient balayée d'un revers de main comme ça? La réponse est non. Si ça marchait... En même temps, elle n'a jamais été mise en œuvre. On a regardé dans les pays où ça a été mis en œuvre et on voit bien que ça ne marche pas. En Allemagne, en Allemagne et au Québec. Non, attends, laissez-la répondre. En Allemagne, combien de médecins partent en Suisse et en Autriche? Voilà, ça c'est la première des choses. 40 000 médecins étrangers en Allemagne. La deuxième problématique, c'est que la proposition de loi telle qu'elle est écrite par M. Garot, elle est inopérante. Sur les 250 députés qui ont signé cette proposition de loi, si on l'applique, 200 députés verront le nombre de médecins dans leur circonscription baisser. Et pourquoi? J'ai hâte de voir ça. Répondez-vous entre vous. Pour quelle raison? Le 1 pour 1. Agnès, dites-nous pourquoi. Mais le 1 pour 1 fait qu'il y a un moment, si un médecin veut s'installer... Mais tout dépend du zonage. Mais il n'y a pas... Mais non, si. Monsieur Garot, il n'y a pas de zone surdotée. 87% de la France... Mais c'est ce que vous dites. Mais non, excusez-moi, 87% de la France est un désert médical. Quand on dit que 87%... Il y a des degrés, Vous voyez bien que la Creuse, ce n'est pas exactement la même chose que l'Île-de-France. Mais non, mais d'accord, mais dans l'accès aux soins, il y a des degrés malgré tout. Mais il n'y a pas de zone... Il n'y a pas de zone surdotée. Donc vous n'allez pas obliger un professionnel de santé qui fait 10 ans d'études à s'installer dans un endroit où il ne veut pas s'installer, d'ailleurs accessoirement un endroit où il a déjà fait en partie sa vie, parce qu'il a quand même fait des études dans un endroit où il a construit sa vie, parce que 10 ans, on commence à faire sa vie. Et puis je le redis, si on veut dégoûter les jeunes générations de s'engager dans la médecine, prenons ce genre de mesures. Très clairement, nous allons dégoûter les jeunes générations. Donc et si on veut dissuasif et contre-productif. Et si on veut dégoûter les alors pas Monsieur Hamon parce qu'à 78 ans, si on veut dégoûter les jeunes retraités à continuer à nous accompagner pendant cette période de transition, parce qu'on voit bien que dans 5 ans, on sera dans une situation moins défavorable. Avec le déverrouillage du numerus clausus, on verra. Ça veut dire on est bien conscient des problématiques. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement non plus inconscient et insensible. Allez, sur ces deux arguments, ensuite vous, puisque vous êtes en minorité, vous répondez et ensuite Jean-Paul Hamon. Voilà. D'abord, il ne faut pas être dans le déni de la réalité. Non, excusez-moi, non. Il ne faut pas être dans le déni de la réalité. Et puisque vous avez votre téléphone entre les mains, prenez l'application, je vous dis Doctolib. Oui. Et regardez ce qu'il en est aujourd'hui dans ces zones qui étaient en vert sur la carte tout à l'heure. Vous verrez bien qu'il n'y a aucune difficulté pour trouver d'une heure à l'autre un médecin.
et avec plusieurs dizaines de praticiens qui parfois se font une telle concurrence qu'ils sont obligés d'augmenter le prix des consultations. C'est le secteur 2. Et qui est-ce qui est pénalisé? Ce sont les gens modestes en particulier sur ces territoires. Et puis, il ne faut pas dénier la réalité. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a 3 fois plus de généralistes par habitant dans les Hautes-Alpes qu'il y a dans l'Eure-et-Loir, c'est une réalité quand même. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a 17 fois plus d'ophtalmo à Paris qu'il n'y en a dans la Creuse, c'est une réalité quand même. Ne dites pas qu'il n'y a pas de territoire. Il y a combien d'habitants supplémentaires à Paris par rapport à la Creuse? Non, mais il y a un moment, il faut parler de densité. Alors après, il y a une question que j'aimerais vous soumettre sur la question de la densité démographique. Oui, mais je vais finir parce qu'il y a des arguments qui méritent réponse. Et vous dites, ah là là, vous allez décourager tous les jeunes de vouloir s'engager. D'abord, je veux dire que ce que nous proposons vaut, je dis bien, pour tous les types d'activités, autant libérales que salariées. Donc c'est vraiment une approche territoriale qui concerne tout le monde, sans exception. Et puis surtout, les vocations, je vais vous dire, elles existent. Il y a combien de jeunes qui sont aujourd'hui en première année et qui se font, comme on dit, bouler en fin de première année pour passer en deuxième année. Donc des jeunes qui veulent devenir médecins, ils sont là. Et qui sont prêts à s'installer là où on leur dit mais bien sûr, et d'ailleurs, il y a un dispositif qui est très intéressant. Ça s'appelle le contrat d'engagement de service public. On dit à un jeune, combien il y en a en on France, sait que ce sont des études longues. Combien il y en a en France, M. Garot, de CVSP? Pas assez. 200. Alors arrêtez de parler de 200 SP parce mais que... justement, c'est un dispositif. Allez, c'est un débat. Jean-Paul Lannoy a la parole. Qui soit réellement efficace. C'est la seule mesure qui soit réellement efficace. Alors parlez plutôt d'incitation et d'incitation qui marche, parce que vous dites que les incitations ne marchent pas, mais celle-là, elle marche. Et celle-là, et j'ai eu des internes. Mon premier interne a pris sa retraite. Alors, à ce stade du débat, moi j'aimerais savoir ce que vous proposez. Parce que si on prend cet exemple dans la Creuse, si on prend Guéret, vous voyez bien que ça devient un repoussoir. Une ville sans médecins, ça donne pas envie de s'installer. Dans la Creuse. Et j'ai rencontré les médecins et je leur ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas un groupe médical dans votre coin? Il m'a dit, mais ça, une maison de santé pluridisciplinaire, c'est une idée de Parisien. Il dit, parce que nous, on est à 20 km les uns des autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont partagé leurs fichiers. Ils ont partagé leurs fichiers et les maires accueillent des internes qui touchent une prime, mais alors vraiment une prime ridicule pour aller dans la Creuse. Ils sont logés. Eh bien, sur ces internes, sur ces 4 médecins qui accueillent les internes, ils ont 3 assistants. 3 assistants qui ont mis le pied à l'étrier, qui ont découvert une médecine de proximité qui est passionnante à exercer. Et ces gens-là, ils ont créé les conditions d'exercice. Alors c'est très important ce que vous dites, c'est le cadre collectif. Quand vous avez un jeune couple et que vous avez des enfants en bas âge, ils vont aller à l'école. Mais après, au bout d'un moment, la question va se poser, est-ce qu'on les met en pension ou est-ce qu'on dégage? Est-ce qu'on va ailleurs? Est-ce qu'on va exercer ailleurs? Mais pendant ces 5 ou 6 années ou 10 années où l'enfant va changer de cycle, au moins vous avez des médecins qui sont là, qui présentent, vous créez les conditions. Alors justement. Les conditions du temps. Il y a la question de la régulation. Attendez, ça, parce que vous parlez de qu'est-ce que je propose? Effectivement, on vient de coller une 10e année aux seuls médecins généralistes. Ils avaient signé pour 9, on vient de leur en coller une 10e. Le docteur junior. De formation. J'ai proposé que ces gens à qui on vient de coller une 10e année, et je vous rappelle que des gens qui sortent de l'internat, et ce serait bien que les gens entendent que ces études-là, c'est pas n'importe quoi, parce qu'un interne se suicide tous les 18 jours. D'accord? Donc, on vient de leur coller une 10e année. Et cette 10e année, j'ai dit, mais pourquoi ne pas inciter les jeunes, vraiment, à les faire en ville et qu'on double leur salaire, qu'on fasse en sorte que les maires les logent, leur fournissent des locaux et surtout leur fournissent du personnel, parce que du personnel d'accueil. Parce que j'entends parler de Doctolib, on fait de la pub à Doctolib, qui entre nous siphonne les données des Français en toute impunité. Oui, mais qui est largement partagé par les médecins. Largement partagé par les médecins, mais ce serait bien que les gens s'intéressent à la confidentialité des données, etc. D'accord, hein? Bon, parce qu'on en parle beaucoup ici. Alors, donc, si vous me permettez, que les jeunes s'intéressent, on loge le médecin. On lui double son salaire. On fait en sorte qu'il travaille avec un secrétariat présentiel. Eh bien, ces médecins-là, à qui on garantirait, au bout de 10 ans d'études, pendant 1 an, un revenu d'environ 5 000 € par mois, qui ne coûterait pas plus à la collectivité, parce que ça correspond à peu près à 60 consultations par semaine, on pourrait avoir dès demain les gens du 3e cycle qui ne sont pas concernés par la réforme de la 10e année, on pourrait avoir facilement le tiers ou la moitié des volontaires demain. C'est très clair. Alors, il y a un maître mot que vous avez prononcé. Et 3 500 dans les 4 ans, plutôt que de sortir la coercition comme vous le faites. C'est l'incitation plutôt que la régulation.
ou coercition telle que la comprend Jean-Paul Hamon. La question du collectif, la question du logement, la question des collègues qui permettraient de rendre le tissu économique aussi plus attractif en termes de générations à venir et d'écoles, tout ça, ce sont des questions centrales auxquelles vous allez devoir répondre. Mais avant cela, regardez ces maisons de santé qui accueillent des soignants qui se relaient entre eux. On appelle ça des médecins solidaires. C'est un reportage de Maïté Frémont avec les équipes de l'AFP. Voilà, vous, je dis ah. Après plusieurs années sans avoir vu de médecin, se faire enfin ausculter est devenu un soulagement pour cette habitante. Dans les posologies, pardon. Quelque chose. 112,5. Je suis déjà venue une fois, et puis là, je reviens pour mon rhume, et puis je dois revenir pour renouveler mes médicaments. Comme elle, un habitant sur 3 ici n'a plus accès à un docteur. Le dernier médecin a pris sa retraite il y a 2 ans, donc on a certains patients, ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas vu un médecin. Reuilly, entre Châteauroux et Vierzon, est ce qu'on appelle un désert médical. Mais depuis 3 mois, un espoir avec l'arrivée des médecins solidaires. Le concept, le voici. Chaque semaine, un médecin différent vient prendre le relais du précédent. Ils sont aujourd'hui 18 à Reuilly. Pour moi, en tout cas, c'est faisable. C'est pas faisable pour tous les médecins, mais pour une bonne majorité, c'est possible. C'est faisable avec nos agendas. Et du coup, si 10% des médecins venaient faire une semaine, on pourrait ouvrir 150 centres en France. Pas de charge immobilière pour le médecin, une gestion administrative mutualisée, une présence médicale pour les habitants, mais aussi un sacré soutien pour les pharmaciens. Il y a quelque chose qui ne va pas, on peut téléphoner, des sorties d'hôpital, on peut appeler. Enfin, tout est beaucoup plus simple à partir du moment où il y a un autre professionnel de santé. C'est ce qui est prévu dans les textes de loi, de travailler en équipe. En France, 8 centres existent, 600 médecins ont rejoint le collectif, en partie financé par l'Agence régionale de santé et la région. Voilà, la garantie de structures collectives avec des équipes et différents types de soignants, avec pourquoi pas ce système de relais des médecins itinérants. Ça peut faire partie des solutions qui permettent aux médecins traitants de souffler. Vous vous dites, comme M. Hamon, Agnès Firmin-Le Bono, qu'il faut trouver des solutions alternatives incitatives, c'est ça ? Et ça peut marcher vraiment ? À la fois des solutions alternatives, des solutions incitatives. Il faut croire en l'intelligence des territoires. On voit bien dans certains territoires et dans l'Orne, moi, j'entends la détresse de ce maire dans l'Orne. Ça a été le premier médicobus. Il a été monté dans l'Orne. On va vers les territoires. Faire croire à des communes, même de 1500 habitants, que certains médecins viendraient s'installer, je crois qu'il ne faut pas le faire. Il faut essayer d'accompagner et d'inciter le mouvement. Mais je crois que chaque territoire a ses solutions. Il faut les accompagner. Je crois que c'est le rôle de l'ARS et de l'État d'accompagner les différentes solutions. Sur les incitations financières dont parlait M. Hamon, en ces temps de déficit, vous serez d'accord ? Elles existent déjà, les incitations financières. L'enjeu des docteurs juniors, c'est de faire en sorte que les docteurs juniors ne restent pas près des CHU, mais aillent dans tous les territoires. Et donc pour ça, il faut proposer des logements, il faut les accompagner. Il faut vraiment les accompagner. Des incitations financières que des conditions d'exercice. Des conditions d'exercice. Si vous exercez avec un secrétariat présentiel, que vous avez des locaux corrects pour faire connaître aux internes ce métier qui est passionnant à exercer, je peux vous dire qu'en créant des groupes monodisciplinaires, c'est moins cher de créer un groupe de médecins un groupe d'infirmières qui communiquent entre eux que d'installer une maison de santé pluridisciplinaire qui immobilièrement coûte cher. Et donc, si on fait ça, si on donne l'habitude de travailler en groupe, je peux vous dire que nous, les internes qui viennent dans notre groupe, ils disent c'est cette médecine-là que je veux faire. C'est bien compris. On a vu quelles étaient vos propositions pour, au fond, refuser cette régulation. Vous avez le mot de la fin sur les arguments qui sont proposés à l'instant. Bien sûr, mais j'entends très bien Mme Firmin-Le Bono qui nous parle d'intelligence des territoires, avec le risque que ce soit la concurrence entre tous les territoires, la surenchère d'un territoire sur l'autre. On sait bien la liste de courses que certains maires reçoivent pour pouvoir accueillir un nouveau praticien. On a des exemples parfois étonnants, voire délirants. Mais surtout, moi, je ne comprends pas pourquoi vous vous opposez par principe à la régulation de l'installation et de l'exercice médical. On ne refait pas le débat, là, c'est le débat qui s'achève, vous en avez tous bien parlé. Ça marche pas. 0 fois 0, on m'a toujours dit que ça faisait 0. Je vais vous dire, si vous voulez que toutes les mesures d'incitation fonctionnent, il vous faudra
la régulation. Le plus vite sera le mieux. Alors, on attend de voir quand ce texte de loi sera inscrit à l'ordre du jour dans l'hémicycle. Voilà. Il est demain en commission des affaires sociales. On verra déjà s'il est adopté en commission et la semaine suivante, sans doute, dans l'hémicycle. Affaire à suivre donc. Merci à vous d'être venu débattre sur LCP. Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Et merci d'être mon invitée franc-parler dans un instant pour évoquer votre dernier essai. L'avenir, c'est l'esprit public. Au seuil, vous puiser dans notre histoire, l'Antiquité, la Révolution, ce concept d'esprit public qui fait primer le bien commun sur la logique de marché. Et vous faites d'ailleurs des propositions très innovantes, comme la sécurité sociale de l'alimentation, bref, un programme pour la gauche rassemblée en 2027. L'invitation d'Hélène Bonduel, interview juste après. Si on vous invite Clémentine Autain, c'est pour évoquer avec vous l'esprit public, celui que vous défendez dans votre dernier ouvrage. Fermeture de classes, désindustrialisation, crise du logement ou dérèglement climatique. Vous vous êtes appuyé sur la tournée des besoins de votre circonscription en Seine-Saint-Denis pour dénoncer un manque de services publics criant. Une société où on a l'impression que plus rien ne marche, cette asphyxie, elle est liée à la marchandisation du monde. Ancienne députée insoumise, vous avez rejoint les écologistes en juillet dernier. Et dans ce livre programmatique, vous ambitionnez de fédérer les classes populaires rurales et urbaines grâce à une mise en commun de l'économie qui respecterait la planète. Et une idée vous inspire, la sécurité sociale de l'alimentation, basée sur celle de la santé, un accès à l'alimentation saine pour tous. Je prends des oranges, je vais prendre des avocats aussi. Ça coûte cher, mais je peux me le permettre avec ce que j'ai dans mon budget. L'idée est testée à Lyon avec un collectif d'habitants. Chacun paye en fonction de ses moyens et tout le monde reçoit la même somme. Francis Massamba est bénéficiaire de cette caisse alimentaire. Ici, j'ai le choix de prendre ce que je veux et je sens que j'ai quand même de l'importance dans la société. Mais l'esprit public ne peut exister sans moyens. Vous avancez une piste, ce sont les impôts, mais pas n'importe lesquels. Ceux que vous avez défendus à l'Assemblée avec le nouveau Front populaire, la taxe Zuckman, inspirée de l'économiste du même nom. C'est de s'assurer que les milliardaires mondiaux, il y en a à peu près 3000, payent en impôts chaque année l'équivalent d'au moins 2% de leur fortune. Mais au moment où l'on parle d'efforts de guerre, ce programme social que vous nous présentez, Clémentine Autain, est-il vraiment envisageable ? Et bienvenue sur ce plateau, Clémentine Autain. Bonsoir. Avant de répondre à la question d'Hélène Bonduel, dans ce sujet qui rassemble bien la philosophie de cette réflexion, partons des points de départ. C'est une forme de rage de l'élu que vous êtes en Seine-Saint-Denis, impuissante face au délabrement des services publics et aussi de vos administrés qui n'en peuvent plus, des urgences saturées, des transports défaillants, des classes fermées. Vous dites qu'il y a une forme de saturation des Français face à l'État qui ne protège plus. Oui, j'ai observé en Seine-Saint-Denis, mais aussi un peu partout en France, un état d'asphyxie, en fait, le sentiment que plus rien ne marche et la débrouille qui s'installe face à un état des services publics qui ne permettent pas au quotidien de satisfaire des besoins assez essentiels. Je vais vous prendre un ou deux exemples, mais un des moments de rage pour moi, c'est par exemple quand je reçois une femme qui est victime de violences conjugales, qui veut partir, là, maintenant, de chez elle. Et c'est impossible, elle a appelé le 115, j'appelle moi-même la préfecture et en fait, il n'y a pas de place d'hébergement. Et donc, je vais la renvoyer chez elle en prenant le risque que cette fois-là, peut-être que son mari va avoir le coup fatal. Mais c'est vrai aussi de la maman d'Adam, par exemple, qui est là avec son enfant atteint d'autisme et qui, parce qu'il y a un manquement, enfin une absence en fait à la mairie, à la municipalité, elle ne peut pas inscrire son enfant pour les vacances. Et du coup, elle se retrouve 2 mois avec son enfant qui est atteint d'autisme parce qu'il n'y a pas eu de remplaçant dans cette mairie. Donc ce que je veux dire, c'est que les choix en haut, ceux qui ont dilapidé l'esprit public au sommet de l'État, en fait, tout cela se retrouve en chaîne, aussi bien aussi dans le RERB, où une femme me dit, encore une femme, j'ai pris, je pense ce soir des exemples de femmes, il y a aussi plein d'hommes, mais je pense à cette femme où on est serré comme des sardines dans le RERB, qui est encore en retard, et où elle me regarde, elle pleure, je lui tends un mouchoir, et elle me dit, mais en fait, je vais encore arriver en retard à la crèche, pour aller chercher mon petit qui a 2 ans. Alors la faute à qui avec ce modèle social dont on a souvent dit que d'autres nous l'envient, mais c'est vrai qu'il
qu'il a beaucoup de failles aujourd'hui. Oui, en fait, ce sont depuis les années 80 une fable qu'on nous a racontée, que le modèle néolibéral allait nous apporter de la prospérité, qu'on allait pouvoir privatiser, ça allait être formidable. Et d'ailleurs, on voit le résultat, puisque la privatisation du rail en Grande-Bretagne, qui a été Thatcher le modèle, qui a inspiré toutes ces politiques néolibérales, en particulier en Europe, eh bien, ça aboutit à de la détérioration du service, des accidents, des retards, à tel point que là, tout récemment, on a renationalisé en Grande-Bretagne. Mais c'est vrai en France sur plein de services, d'entreprises qui ont été privatisés, et aussi la désindustrialisation, par exemple, où l'État est incapable d'être celui qui organise et qui planifie. Il reste aujourd'hui les bras ballants totalement devant ces plans de licenciement. Il y en a 300 aujourd'hui et on a l'impression qu'il ne sait rien faire, qu'il ne sait pas utiliser les leviers à sa disposition des aides publiques, les leviers de l'investissement, et dans la transition écologique, il y a vraiment de quoi faire de manière très forte pour avoir une industrie et de la souveraineté pour nous-mêmes. Mais en même temps, tous ces mots-là, souveraineté, réindustrialisation, quoi qu'il en coûte, vous voyez bien qu'ils reviennent dans l'agenda politique et aussi dans les politiques publiques. Est-ce qu'au fond, ce dogme que vous dénoncez, il n'a plus lieu d'être aujourd'hui, et pas seulement à gauche, y compris, on le voit, à droite ou au centre. Est-ce qu'au fond, ce que vous dénoncez n'est pas déjà dénoncé par tous? Non, le quoi qu'il en coûte a été une petite parenthèse au moment du Covid, mais plus globalement, quand vous prenez, il y a eu des efforts au moment du Covid, je ne veux pas les nier, mais quand vous prenez sur une échelle de long cours, et notamment les années Macron, ce qu'on observe, c'est que le quoi qu'il en coûte, il est pour le sommet. Les grands groupes économiques, les hyper riches, qui eux se sont gavés de politique publique, et la fameuse politique de l'offre, en nous expliquant que ça allait ruisseler, mais en réalité, on a dilapidé l'argent public au profit des plus fortunés de notre pays et des grands groupes économiques. Vous avez beaucoup de passages et de chapitres sur la question de la justice fiscale. On s'imagine bien que pour retrouver ce nous dont vous parlez, on a perdu le nous, non pas le nous identitaire, mais le nous solidaire. Il faut raviver ce que vous appelez l'esprit public. On a des déficits abyssaux et une dette qui explose. Comment faites-vous, très concrètement, à l'heure où il faut aussi faire des efforts pour réarmer notre défense? Alors d'abord, peut-être définir l'esprit public. Et en le définissant, vous allez voir que c'est très concret. D'abord, c'est une économie du partage, de la mise en commun qui respecte la planète. Ensuite, c'est un État stratège qui organise, qui planifie dans le temps la satisfaction de nos besoins. Et enfin, c'est la démocratie qui est, par les temps qui courent, malheureusement très malmenée. Donc, une fois qu'on réhabilite cet esprit public, eh bien, on se donne les moyens, par l'outil fiscal, par la fin des aides publiques qui nous coûtent des milliards, mais vraiment des milliards et des milliards et des milliards. Vous parlez de la fameuse politique de l'offre. La politique de l'offre, mais c'est-à-dire qui sont donnés à des grandes entreprises sans aucune contrepartie. Donc là, il n'y a pas d'État stratège. Et si vous faites une grande réforme de la fiscalité en taxant, comme nous le proposons déjà, pour donner peut-être une idée des choses, la taxe Zuckman dont on parlait tout à l'heure. 1800 contribuables. 1800 contribuables, vous les taxez à 2% de leur patrimoine et vous obtenez entre 15 et 25 milliards d'euros dans les caisses publiques. Donc en réalité, si on partage les richesses, on a des moyens d'investir. Et elle a été d'ailleurs votée à l'Assemblée nationale, on verra ce qu'il en est elle sera au Sénat. Au Sénat, le 12 juin, dans la niche parlementaire des écologistes. Et j'aimerais que les macronistes se positionnent là-dessus. Comment expliquer aujourd'hui, avec tous les efforts qui sont demandés aux Français, que les hyper riches vont continuer à payer moins d'impôts que la moyenne des Français ? La moyenne des Français, si vous prenez toutes les contributions, c'est-à-dire l'impôt, évidemment la fiscalité classique, l'impôt sur le revenu, mais aussi les taxes comme la TVA ou les cotisations sociales, vous prenez tout ça. La moyenne des Français, c'est 27% d'impôts. Alors que la moyenne des Français, c'est 50% d'impôts, excusez-moi, et les hyper riches, c'est 27%. Donc, 27-50. Il y a un problème d'équité devant l'impôt. C'est clair, la question de la taxe Zuckman sera soumise, on verra, à ce Parlement son devenir. Je voudrais que vous nous parliez d'une disposition phare qui est expérimentée, d'ailleurs, sur le territoire français, la sécurité sociale de l'alimentation, une sorte de carte vitale. Comment ça marche? Oui, alors j'arrive à cette proposition parce que je trouve que c'est une de celles qui dit le plus la société dans laquelle j'ai envie de vivre. C'est vraiment la logique de l'universalité, c'est la satisfaction d'un besoin fondamental, bien se nourrir. Donc l'idée, c'est d'avoir une carte vitale
et on crée une nouvelle branche de la sécurité sociale. Et donc, vous allez dans des endroits pour acheter, soit directement chez le producteur, soit dans des enseignes où il y a des produits qu'on estime de qualité. Quand je dis on, ce sont des collectifs citoyens locaux qui déterminent quels sont ces lieux, qui sont aussi des lieux qui font du circuit court, qui sont vertueux sur le plan de la santé et sur le plan de la santé, qualité nutritionnelle, mais aussi vertueux sur le plan écologique. Et donc, chacun mettra en fonction de ses moyens et tout le monde recevra la même somme. Alors, ce qui est proposé souvent, c'est une somme de 150 €, mais tout cela est pour l'instant à l'état d'une grande idée. Mais c'est expérimenté. Je cite d'ailleurs Paul Éluard, cette phrase que j'aime beaucoup en début de mon livre, et un autre monde est possible et il est déjà dans celui-là. Et la sécurité sociale de l'alimentation, c'est ça, puisque nous avons des caisses alimentaires qui se développent, mais vraiment aux quatre coins de la France, qui expérimentent cette logique qui est très loin de celle du chèque. Vous voyez, c'est pas du tout on donne un chèque aux pauvres, c'est au contraire, tout le monde fait cet effort démocratique et cet effort de solidarité pour changer aussi la situation de nos paysans en France, puisque vous savez qu'ils sont dans une situation d'appauvrissement inacceptable. Et donc pour cela, il faut qu'on ait un circuit vertueux qui leur permet à eux de vivre dignement de leur travail et à nous de mieux manger. Avançons. D'ailleurs, je renvoie à un excellent magazine d'Hélène Bonduel sur cette expérimentation de sécurité sociale alimentaire prochainement sur notre antenne. Vous parlez aussi beaucoup de démocratie et des moyens de la réactiver. Je voudrais vous interroger sur la progression de ce qu'on appelle maintenant les démocraties illibérales, conservatrices un peu partout sur la planète. Trump, Milei, Orban, Meloni. Comment vous analysez leur succès démocratique ? Ça doit forcément interpeller la gauche. Bien sûr, matin, midi et soir. Je pense que justement, toutes ces politiques qui ont détricoté les solidarités, qui ont renvoyé à la débrouille et qui ont fait du tout marché, tout est devenu marchandise, je pense que ça crée du repli. Et ce repli, l'extrême droite a su l'exploiter. Voilà. Maintenant, l'antidote, c'est d'être capable de donner à voir un autre choix de civilisation. Je pense qu'on en est là. Hein. C'est un choix de civilisation. Eux veulent le tout marché, la prédation, le déni climatique. Eux veulent la protection aussi. Hein. La protection de quoi ? De leurs citoyens. Mais ils ne les protègent pas. La protection commerciale de leurs produits, c'est ce que fait Trump. On n'est plus uniquement dans la dérégulation et la mondialisation heureuse. Oui, mais quand je vous dis tout marché, c'est quand même la logique de marché qui l'emporte. Ils sont dans une logique de marché. Le leur. D'ailleurs, ce qu'ils font de l'État est un symptôme terrifiant. Quand ils ont fait à Washington, vous savez, ce grand raout avec tous ces illibéraux à l'échelle internationale, ce qui est sorti très clairement, c'est que l'État était leur première bête noire. Donc nous, face à cela, ce qu'on dit, c'est justement, nous, on veut l'État stratège. On ne veut pas la marchandisation de tout, on ne veut pas la loi du plus fort, on veut le partage et la solidarité. Je vous assure que nous en sommes là. Nous sommes l'antidote à gauche, à condition évidemment de faire une proposition rassemblée et claire sur ce choix de Dernière question d'actualité rapidement. D'ailleurs, quand vous voyez Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen qui sont invités en Israël à un colloque contre l'antisémitisme à Jérusalem, en présence de Benyamin Netanyahou, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Est-ce que c'est l'étape ultime de la dédiabolisation du RN ? Écoutez, allez... soutenir Israël aujourd'hui, je ne vois pas en quoi ça va dédiaboliser normalement. Hein, si on est raisonnable, je veux dire, Benyamin Netanyahou participe de cette internationale néofasciste et commet un génocide à Gaza qui est ce mot est contesté, hein, vous l'assumez, il n'est pas employé par la Cour pénale internationale. Il est employé, les risques génocidaires, puis maintenant, ce qui est en train de se passer relève d'une volonté d'extermination des Palestiniens. Et ça, je pense que les rapports internationaux sont très forts là-dessus. Et moi, je n'ai pas utilisé très vite ce terme-là, mais je pense qu'aujourd'hui, la situation dans laquelle nous nous trouvons donne à voir, en tout cas, une logique qui est une logique de ce type-là d'extermination. Absolument. En tout cas, la guerre a repris de façon extrêmement meurtrière pour le peuple palestinien gazaoui. Sur la montée de l'antisémitisme en France, au lendemain de l'agression du rabbin d'Orléans, diriez-vous, comme Gérald Darmanin l'a dit tout à l'heure dans l'hémicycle, et en vous citant d'ailleurs, en expliquant que vous avez ouvert les yeux sur Jean-Luc Mélenchon, diriez-vous comme lui qu'il n'est pas à la hauteur du moment ? Ah oui, je pense que dans cette séquence avec l'affiche Hanouna, il y a à l'évidence une erreur qui est commise. Et comme je dis souvent, errare humanum est, perseverare
diabolicum. Donc je pense que la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est un leader populaire, est précisément aussi de faire un travail d'éducation populaire. Et sur l'antisémitisme, vous savez, c'est notre histoire à gauche. On est né aussi de cette affaire Dreyfus. Et donc moi, j'en pleurerais de voir la télé quand je l'allume aujourd'hui et de voir toute la gauche mise dans un sac comme si c'était là que se jouait l'antisémitisme. On le sait que l'antisémitisme, son ancrage, c'est à l'extrême droite et à droite. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, parmi ses sympathisants et ses électeurs. Donc, faisons très attention à ne pas inverser la réalité des principes. Eux veulent la guerre des identités, nous voulons l'égalité. Merci beaucoup, Clémentine Autain. L'avenir, c'est l'esprit public, c'est à lire au seuil. C'est rare, des députés qui sont aussi des intellectuels au cours de leur mandat. Merci à vous. Merci à vous. Vous étiez d'ailleurs au Rassemblement pour Boualem-Sansal, tout à l'heure? Pas tout à l'heure, je ne pouvais pas, mais, on va en parler. En tout cas, c'est terrifiant ce qui lui arrive. Eh bien, on en parle tout de suite avec nos invités. Ici. Et bonsoir mesdames, bonsoir Noëlle Lenoir, je vous en prie, prenez le temps de vous installer, nous sommes en direct, vous êtes la présidente du comité de soutien de Boualem-Sansal, avocate, ancienne membre du Conseil constitutionnel, et bonsoir Constance Le Grip. Bonsoir. Merci d'être là, députée Ensemble pour la République, le groupe macroniste des Hauts-de-Seine, très engagé pour Boualem-Sansal, et vous avez une proposition de résolution, on va en parler dans un instant, mais d'abord les images de ce rassemblement de soutien, Yael Braun-Pivet, Gérard Larcher et beaucoup d'autres. Regardez, c'est signé Thibaut Enoch avec Vincent Grison. Le portrait de Boualem-Sansal hissé devant l'Assemblée nationale. Ce mardi, des parlementaires de tous bords sont venus joindre leur voix au soutien de l'écrivain franco-algérien pour réclamer sa libération. Premier d'entre eux, les présidents des deux chambres réunies. C'est important pour nous, en tant que président de chambre, d'être ensemble pour montrer notre solidarité et le soutien qui est de l'ensemble de la nation à Boualem-Sansal et l'exigence que nous pouvons porter aujourd'hui encore pour sa libération. Il incarne ce qu'incarnent les écrivains. Au travers de la langue, c'est la liberté. Et c'est ça notre message ce soir. Emprisonné depuis le 16 novembre à Alger, l'écrivain de 80 ans, critique du pouvoir algérien, est devenu le symbole de la crispation des relations entre le régime du président Tebboune et la France. Le ministre de l'Intérieur, partisan d'une ligne ferme, est venu lui aussi demander une libération inconditionnelle. Ce soir, nous sommes là pour Boualem, un point c'est tout. Voilà, il est injustement détenu, il est âgé, il est malade. Une condamnation de 10 ans, ce serait une condamnation à mort. À 1300 km de là, Boualem-Sansal attend lui le verdict de son procès. La semaine dernière, le parquet algérien a requis 10 ans de prison ferme pour atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. L'accusation lui reproche des déclarations en octobre aux médias français Frontières réputés d'extrême droite, reprenant la position du Maroc selon laquelle son territoire aurait été tronqué sous la colonisation française au profit de l'Algérie. D'après le code pénal algérien, est considéré comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la sûreté de l'État, l'intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions. Lors du procès, Boualem-Sansal a assuré n'avoir fait qu'exprimer une opinion au nom de la liberté d'expression. Le tribunal doit rendre sa décision ce jeudi. Noëlle Lenoir, pourquoi ce rassemblement de parlementaires, d'élus de la nation, de soutien à Boualem-Sansal dans ce moment si crucial, si particulier est important? Alors, cette date a été choisie essentiellement parce qu'une résolution a été adoptée grâce à Constance Le Grip et à Gabriel Attal, le président du groupe Ensemble pour la République, pour réclamer la libération de Boualem-Sansal, donc engager la représentation nationale dans cette revendication humanitaire, mais aussi politique, puisqu'il y a un problème fondamental de droits fondamentaux. Boualem-Sansal n'a pas d'avocat français. Celui-ci a été en quelque sorte répudié par les avocats commis d'office par le bâtonnier d'Alger comme juif. Vous imaginez? C'est quand même... François Imray, d'ailleurs, son avocat français, va devant les rapporteurs des Nations Unies arguer de cette procédure. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'était pas présent aujourd'hui, puisqu'il est à l'ONU. Et par ailleurs, c'est un homme âgé, ça a été indiqué dans le commentaire, qui est malade, et c'est un écrivain. C'est-à-dire que c'est un détenu d'opinion, et on a beaucoup parlé lors de ce rassemblement de l'affaire Dreyfus et aussi de l'affaire Calas.
Alors, Constance Le Grip, c'est vrai que pratiquement tous les groupes politiques étaient représentés, la droite, la gauche, le RN. Vous pourriez parler d'unité nationale pour Boualem Sansal ou pas? Je n'irai pas jusque-là, mais il y avait manifestement une volonté transpartisane et une expression très républicaine qui nous ont conduits à être nombreux, appartenant à des groupes parlementaires différents, aux côtés du Comité international de soutien à Boualem Sansal, d'Arnaud Benedetti, de Loïc Noir et de beaucoup d'autres. Une proposition de résolution voilà, que j'ai initiée. Permettrait d'affirmer de façon claire, par un vote, dans l'hémicycle, le soutien. J'ai initié effectivement une proposition de résolution appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal. Cette proposition de résolution sur laquelle Gabriel Attal et l'ensemble des députés du groupe Ensemble pour la République ont tout apporté leur soutien a été adoptée en commission des affaires européennes, en commission des affaires étrangères, mais nous allons, je l'espère, bientôt disposer d'une date pour l'examen et le vote de cette proposition de résolution, de ce texte fort qui porte un message politique et un message d'espérance et un message de soutien à Boualem Sansal. Nous espérons avoir ce débat et ce vote dans l'hémicycle parce qu'évidemment cela deviendrait une prise de position officielle de l'Assemblée nationale, de la nation assemblée, appelant à la libération de Boualem Sansal, réaffirmant un certain nombre de principes, réaffirmant la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté des créateurs et disant haut et fort, nous, représentants de la nation, nous n'acceptons pas l'embastillement d'un écrivain. En tout cas, les mots sont forts et ils sont prononcés ici, en France. Est-ce qu'on a des raisons d'être un peu optimiste, Noël Lenoir? On est dans un moment d'accélération judiciaire quand même. Personne n'imaginait les réquisitions puis le jugement prononcé aussi rapidement. Alors, on a des raisons d'être optimiste puisque, comme vous le savez, en Algérie, notamment depuis la période récente, les médias sont l'expression de la position du gouvernement algérien. Il n'y a pas de médias pluralistes. Or, récemment, M. Tebboune, le président de la République algérienne, a donné une interview d'1h30 à un de ses médias et il a indiqué que finalement, ce qui peut être étonnant, finalement, l'affaire du Maroc, ça n'est pas important. On ne va pas contester à la France ses liens séculaires avec l'État marocain et la maroquinité du Sahara occidental, c'est plus un problème. Le problème, c'est la division du gouvernement français, soi-disant, selon M. Tebboune, et les pressions qui sont exercées. En réalité, ce qui s'exprime à travers ce discours, c'est que, pour parler très, très familièrement, c'est quand même un boulet pour le gouvernement algérien qui, d'après ce que nous savons, puisque nous connaissons quand même des Algériens qui ont un regard très proche sur le gouvernement actuel, c'est qu'ils sont un petit peu ennuyés que ce sujet ait fait l'objet précisément d'une mobilisation politique et aussi d'une revendication. Ici en France, ça veut dire quoi? Ce serait contre-productif que d'affirmer son soutien pour obtenir une grâce ou une libération? Je crois que c'est subtil. Moi, je ne suis pas spécialement proche des affaires algériennes. Vous avez les militaires qui sont en général assez dominants et qui ont une position dure. Et vous avez les civils, et le président Tebboune est proche du président Macron. Et je pense qu'il souhaiterait finalement un petit peu se débarrasser de ce cas qui donne une très mauvaise image de l'Algérie en France. Et comme vous le savez, les Algériens sont très très sensibles au positionnement de leur diaspora. Nous avons ici 7 millions en France d'Algériens ou de Français qui sont issus de souche algérienne. Des raisons d'espérer, donc peut-être une grâce, même s'il était condamné jeudi à ces fameux 10 ans requis par le procureur. Dans ce procès, un peu cette mascarade de procès, Constance Le Grip, la question du soutien, elle est fondamentale, même si ça peut froisser les Algériens. Après, il y a la question du gouvernement, le rapport de force avec Alger, notamment sur les obligations à quitter le territoire français portées par Bruno Retailleau. Est-il véritablement efficace dans ce moment si sensible pour Boualem Sansal? Le président Tebboune a dit « Je n'ai qu'un interlocuteur » dans ce même article, Emmanuel Macron. Alors, d'une part que le chef de l'État algérien a dit cela et que son interlocuteur à lui, c'est le chef de l'État, le président de la République française, est tout à fait logique, naturel. C'est de chef d'État à chef d'État qu'on se parle. Chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, le Premier ministre, qui a également dit un certain nombre de choses très claires, encore récemment. Et puis nous, les élus de la nation, les élus de la République française, en réaffirmant haut et fort des principes, en envoyant un message
message politique très très fort. Moi, je ne veux pas rentrer dans des considérations qui, pour moi, n'ont pas à voir au moment précis où nous parlons de la vie et de la mort de quelqu'un. Qui plus est, un amoureux de la langue française, un écrivain français. Merci beaucoup. Merci, mesdames. On tenait absolument à parler de cette réunion, ce rassemblement qui a rassemblé largement, et on consacrera notre débat de jeudi dans Ça vous regarde à Boualem-Sansal et au dossier franco-algérien. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. On est un peu en retard. Très très belle soirée sur LCP. À demain.